Bon, sujet un peu chaotique. Pourquoi j'ai quitté la France? Ça fait des années que je fais du contenu et je sais que le contenu qui marche le mieux quand je parle des impôts. C'est un sujet littéralement à débat. Il y a plein de gens contre, il y a plein de gens pour. Et l'idée, c'est pas de rentrer dans un débat, c'est juste de vous partager mon expérience. Pourquoi moi j'ai décidé de quitter la France. En fait, il faut savoir qu'au tout début, c'était pas une question que je me posais. Tout ce qui était impôts, les taxes, etc. Au début, j'y connaissais rien. Je démarrais en tant que micro-entrepreneur en France. Et quand tu démarres en tant que micro-entrepreneur, tu t'en fous des impôts. Même s'il faut payer 50%, en fait, ce que tu veux, c'est juste trouver tes premiers clients, avoir une certaine stabilité financière. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé en 2017-2018. Donc au début, moi, je me renseigne. Je sais même pas comment gérer, comment faire des factures et tout. Tu vois, je suis juste micro-entrepreneur. J'ai même pas encore mon statut. Je suis en train de le faire. Moi, mon but, c'est juste de tester le business en ligne, de voir si ça marche, de voir si l'entrepreneuriat, ça m'apporter quelque chose. Donc au début, je teste, je me forme. Au début, ça marche pas. Je fais plein de choses. Je fais un BTS communication. Et pendant 2 ans, je fais des choses qui marchent pas forcément, mais je teste. Donc de 2017 à 2019, littéralement, je gagne presque rien. Mais j'essaye de m'en sortir. Tu vois, je travaille. Donc je suis étudiant et le week-end, je travaille à la plonge dans un restaurant pour me faire de l'argent. Et dès que je gagnais de l'argent, je le réinvestissais dans des formations pour me former sur certaines compétences. C'est la première fois où je me rends compte que c'est un peu compliqué. En 2020, je continue à développer mon business. Là, ça commence à bien marcher. Donc en 2020, je fais mes premiers mois à 2000 €. Je suis très content parce que c'était mon objectif premier. Et moi, mon objectif, c'était de gagner suffisamment pour me dire je peux arrêter les cours et vivre de mon activité. Parce que je voulais pas aller trouver un job en tant que salarié, etc. Je voulais vraiment vivre de mon activité. Donc je continue tout. Sur tout 2020, je fais super. Pour moi, c'est le début de quelque chose. Début 2021, je lance mon logiciel. Ça me coûte à peu près 3000, 4000 € pour le développer avec un développeur. Et je fais un énorme mois à 20 000 €. Donc il faut savoir que début 2021, je suis encore sur ma 2e année de BTS Com et je fais un mois à 20 000 €. Je trouve ça juste incroyable, c'est la première fois de ma vie. J'ai même pas passé la phase des 10 000 €, je fais directement un premier mois à 20 000 €. C'est juste insane à ce moment-là. La mauvaise nouvelle, c'est que sur les 20 000 €, je suis obligé de redonner à peu près 20 000 € aussi. Donc en fait, je n'ai rien gagné littéralement. Et pourquoi je n'ai rien gagné? Un, parce que j'avais des coûts de développeur, etc. C'était mon choix. De deux, j'ai énormément redonné en termes d'impôts. Il faut savoir que quand tu es micro-entrepreneur, tu redonnes des impôts sur ton chiffre d'affaires et pas sur ton bénéfice. Le problème, c'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais, imaginons, bon, t'aurais dépassé les plafonds, mais imaginons, tu fais 100 000 € avec ta micro-entreprise et que tu as 100 000 € de coûts fixes avec tes équipes, etc., ça veut dire que tu as un bénéfice de 0 €. Mais vu que tu es en micro-entreprise, tu dois redonner 25% de cotisation sociale. Donc tu es quand même obligé de redonner 25 000 € alors que tu n'as pas 25 000 €. Donc tu as gagné 100 000 €, tu as payé ton équipe 100 000 €, il te reste 0 €, mais tu es obligé de trouver 25 000 € pour payer tes cotisations sociales. Donc ça, par exemple, c'est les limites de la micro-entreprise. Donc moi, quand je vois ça, je me dis, ah ouais, faudrait peut-être que je passe en société. Les mois passent, je finis mon BTS, je refais un mois à 20 000 € mi-2021. Je trouve ça incroyable. Et là, la question se pose vraiment parce que du coup, je vais bientôt dépasser les limites de ma micro-entreprise. Donc là, je suis obligé de créer une société. Et à ce moment-là, j'ai un contact et il me dit, vas-y, mec, viens t'installer en Estonie. J'ai tous les contacts, je peux t'aider à créer ta société. T'as pas d'impôts, t'as 0% et tout. Moi, j'y connais rien à ce moment-là. Je lui fais confiance. Je me dis, ok, bah, je vais créer ma société en Estonie. Donc, je décide de créer ma société en Estonie et pas en France. Donc, je vais en Estonie et tout. Au final, il n'y a pas 0% d'impôts, mais c'était un peu le marketing de l'Estonie à l'époque. Donc, je crée ma société et en fait, je me rends compte qu'au bout de 6 mois, j'aime pas forcément la ville, j'aime pas trop l'environnement, même si j'ai passé des bons moments en Estonie, mais c'est pas l'endroit où je veux être. Et 3, j'ai des associés avec qui je travaille, ils ont leur société en France et je me vois pas avoir une société en Estonie et avoir des parts d'une société en France. J'avais fait appel à un fiscaliste et tout et je trouvais pas ça avantageux de rester en Estonie. Donc, au bout de seulement 6 mois, je décide de revenir en France et là, c'est le premier déclic de pourquoi j'ai voulu quitter la France par la suite. Faut savoir que quand tu veux racheter des parts d'une société, c'est ce que j'ai fait à ce moment-là pour avoir les parts de la société que je développais avec mes associés qui étaient en France. Donc je quitte l'Estonie définitivement, je décide de m'installer en France et je décide de créer une holding. C'est une société qui détient des parts de la société mère qu'on avait et elle est des parts de cette société. Et pour ça, tu es obligé de faire un document qui est simplement une cession de parts. Donc tu es obligé de faire un document officiel. Et les gars, c'est pas une blague, ce document, il a mis 6 mois avant de s'officialiser. Un fucking document de 2 pages pour dire je rachète 33% des parts, tu vois. C'est juste ça, c'est juste le noter en fait. Ça a pris 6 mois. Donc moi, un des énormes problèmes que je trouve en France, et ça a toujours été le cas, hein, parce que ma société, c'est pareil, ça a pris 1 mois à être créé. Le problème, c'est l'administratif. C'est un putain de bordel en France. Je sais pas comment c'est organisé en interne, mais ça prend un temps monstrueux. Sauf que là, il y a un énorme problème, c'est que je viens de quitter ma société en Estonie, donc je ne peux plus encaisser d'argent sur ma société estonienne, j'ai plus de résidence fiscale, je suis revenu en France. Et le problème, c'est que je ne peux pas avoir de revenus de cette société parce que je suis obligé d'attendre que ma holding détienne officiellement des parts de cette société. Sinon, je peux pas me verser de l'argent avec cette société. Sauf que vu que ce document a pris 6 mois à être validé, ça veut dire qu'il y a eu une période de 6 mois, c'était en 2022, où en France, je n'avais
ni statut d'entrepreneur, ni statut de salarié, ni statut d'étudiant. Je pouvais pas faire de prêt parce qu'il n'y a aucune banque qui veut m'accorder étant donné que j'ai aucun statut. Et l'argent que je gagne sur cette société dont je ne suis pas encore officiellement associé, je ne peux pas récupérer de l'argent pour moi parce que je ne suis pas associé juridiquement. Je suis obligé d'attendre que l'État valide ce putain de document qui a pris plus de 6 mois. Ce qui signifie que pendant 6 mois, les gars, c'est véridique, j'en avais pas trop parlé sur les réseaux. J'ai passé une phase très difficile. Pendant 6 mois, je n'ai touché aucun revenu. Moi, je pensais pas que ça allait prendre 6 mois. Donc, je me rappelle quand j'ai quitté l'Estonie, je m'étais versé genre 600 €, c'était le salaire minimum parce que je m'étais dit, c'est bon, la société en France, je vais créer ma société et ensuite on va faire le document pour acheter les parts et c'est bon, je vais pouvoir toucher de l'argent. Mais non, pas du tout. Pas du tout, ça a pris 6 mois. Donc en fait, moi, les 600 €, t'imagines bien qu'avec 600 €, tu fais pas grand chose. Ça m'a duré à peu près 1 mois en faisant vraiment attention. Et après, pendant 5 mois, j'ai dû demander de l'argent à ma mère, j'ai dû demander de l'argent à mon pote qui était mon associé, j'ai dû demander de l'argent à des gens. Mais comment te dire que quand t'as fait des mois à plus de 10 000 €, que tu montres sur les réseaux que t'es libre financièrement, que t'es trop bien, etc. et que 1 mois plus tard, tu te retrouves à devoir demander de l'argent à ta mère en lui expliquant que malheureusement, tu n'as plus d'argent et que tu dois attendre une décision officielle qui fait que tu peux pas toucher d'argent pour l'instant. Bah, ça a été très compliqué. Au final, heureusement, j'ai mon associé Mathis qui m'avait beaucoup aidé à ce moment-là parce que j'ai fait en sorte justement de ne rien dire à ma famille puisque je me sentais tellement gêné de demander de l'argent alors que de base, je m'en sortais très bien financièrement. Ça a été vraiment une période très difficile d'assumer entre guillemets que je n'avais pas d'argent. Donc j'étais dans une prison où en fait j'avais une société qui en plus à l'époque tournait bien, hein, mais moi je ne touchais pas d'argent. Donc si tu veux, c'est comme si t'as une société où tous les jours tu vois des nouveaux clients, tu vois des nouveaux virements arriver, mais tu ne peux pas toucher d'argent. Ça a été très compliqué. Et en plus de ça, à ce moment où je suis au plus bas émotionnellement, je suis au plus bas en termes d'argent, je n'ai plus d'argent pendant 6 mois. Et puis même, en fait, même au-delà de ne pas avoir d'argent, c'est que pendant 6 mois, t'es obligé de bloquer des logiciels pour ne pas être débité. T'es obligé d'arrêter des abonnements qui te coûtent même pas 5 € par mois. T'es obligé de les arrêter parce que t'as plus d'argent. Les gars, vraiment, c'est une dinguerie. T'es obligé d'arrêter des abonnements à 5 € par mois alors que j'avais une société qui tournait à 50 000 € par mois, mais juste, je pouvais pas toucher d'argent. Donc bref, c'était horrible. Et en plus, au moment où je suis dans une phase de down totale, j'ai l'URSSAF qui me relance. Je reçois un mail et qui me dit que je dois 3 000 € de cotisation sociale à régler dans les prochaines semaines. Parce qu'en 2020-2021, il y avait un mois en particulier où j'avais pas pu payer mes cotisations sociales à ma micro-entreprise parce que à ce moment-là, j'avais pas l'argent sur le compte. Mais j'aurais pu les payer après, mais ils m'ont jamais relancé. Ils m'ont relancé 2 ans après pour me dire ah, tu nous dois 3 000 €. Au moment où pendant 6 mois, je n'ai plus de source de revenus. Et sur cette période-là, j'ai dû commencer à m'endetter entre guillemets. La première fois de ma vie, une période très compliquée. Donc en fait, tu veux, c'est un peu compliqué de voir les avantages en France quand les gens me disent oui, mais regarde, c'est trop bien, t'as la sécurité, t'as les médicaments gratuits, t'as la sécurité sociale, t'as les hôpitaux. Franchement, en fait, quand je vois comment la France m'a dépouillé littéralement, franchement, c'est compliqué de voir les avantages. Surtout que les gars, moi j'ai payé une blinde d'impôts. Faut savoir que sur ma micro-entreprise, étant donné que j'étais imposé sur mon chiffre d'affaires et pas sur mon bénéfice, et qu'à ce moment-là, j'investissais beaucoup en moi. J'ai redonné énormément d'argent en France. Et sur les 150 000, 200 000, sur les 4 ans en tant que micro-entrepreneur, je pense que j'ai gagné 0 littéralement en France. Je pense que j'ai tout redonné. Et quand j'ai eu ma société en France avec mes associés, quand au bout de 6 mois, j'ai été officiellement associé, quand je vois tout ce qu'on a payé en termes d'impôts sur les sociétés, en termes de TVA, en termes de cotisation sociale aussi en perso, les personnes qu'on a payées dans notre équipe qui étaient eux aussi en France, les gars, je sais pas combien j'ai redonné à la France sur toutes ces années, mais j'ai redonné énormément. Et quand je vois en retour, je me suis retrouvé dans la merde avec l'État qui m'aide pas du tout, qui ne te répondra jamais quand t'as besoin d'aide, mais quand par contre tu leur dois de l'argent, t'inquiète pas que dans la minute qui vient, ils vont t'envoyer un mail en te disant vite, il faut que vous fassiez ce virement dans les prochains délais. Bref, donc ça a été compliqué. À partir de ce moment-là, moi c'est très compliqué de voir les avantages en France, surtout que la sécurité sociale, alors certes, t'as des soins gratuits, mais moi personnellement, sur mes 6-7 ans où j'ai entrepris en France, je n'ai pratiquement jamais eu besoin d'aller chez le médecin. Oui, la sécurité sociale, t'as de la chance en France, t'as les soins gratuits. Ouais, mais qui paye les soins gratuits? Bah c'est nous en tant qu'entreprise, sur les salaires qu'on va verser, sur les cotisations sociales que nous-mêmes on va payer en perso, il y a une partie qui est redistribuée dans les soins. Donc c'est pas vraiment gratuit. Et quand je vois ce que j'ai redonné en termes d'impôts et quand je vois que m'offre la France dont je n'ai jamais eu réellement besoin, je me dis pas très rentable, tu vois. Et aussi l'administratif qui prend une blinde, mec, c'était une dinguerie quand même d'attendre 6 mois juste pour qu'il me valide. Dites-vous que pendant les 6 mois, c'est une dinguerie parce que j'ai dû envoyer, ils le font pas par courrier électronique comme tout le monde, tu vois, t'es obligé d'envoyer un courrier par la boîte postale, que ça s'envoie à Paris, d'attendre une réponse qui te renvoie le courrier, etc. J'ai attendu 1 mois. J'ai envoyé mon courrier pour dire je rachète les parts, j'envoie par voie postale, j'attends pendant 1 mois. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête pendant 1 mois? Il me reste que à ce moment-là 200 ou 300 € de mon salaire en Estonie. Je me dis vite, faut vraiment que j'ai très bientôt une réponse, sinon je n'ai littéralement plus d'argent, je ne peux plus rien faire en France. Et au bout d'1 mois, je reçois un mail. Moi je me dis oh, je suis trop content à ce moment-là. Je me dis ça y est, ils ont enfin validé le truc. Je reçois un mail pour me dire oui, sur le papier, vous avez oublié d'écrire ça. Est-ce que vous pouvez nous renvoyer le papier signé? Donc là en fait dans ma tête je me dis attends, mais ça fait 1 mois que j'attends une réponse positive, je suis dans la merde financièrement. Et en fait au bout d'1 mois ils ont à peine ouvert le document juste pour me dire ah il manque un truc. Donc bref, bah au bout d'1 mois je renvoie le document et en fait bref ça a pris 6 mois, c'était vraiment une dinguerie. Et après ce qui se passe là où j'ai eu le déclic, c'est qu'en fait je décide début 2024 de vendre mes parts de ma société en France. Donc je n'ai plus de source de revenus, je n'ai plus de source en France, etc. Je décide de partir à l'étranger. À ce moment-là on est genre début 2024, c'est en mars 2024, je décide de partir avec une pote et avec mon ex à Bali. Ensuite je pars en Thaïlande 1 mois plus tard et grosso modo pendant 3-4 mois je fais
différents pays, différentes choses. J'ai fait Krabi aussi, une île en Thaïlande. Donc, pendant 3-4 mois, je suis à l'étranger. Je vous parle pas d'imposition, je vais vous en parler après, mais quand tu découvres le mode de vie et l'environnement à l'étranger, ça te donne pas envie de revenir en France pour plusieurs raisons. 1, c'est souvent beaucoup moins cher à l'étranger. 2, t'as un mode de vie beaucoup plus incroyable. 3, les gens sont tellement sympas, c'est incroyable. Et 4, souvent, le fonctionnement, le système administratif, etc. des autres pays sont beaucoup plus puissants qu'en France. Surtout que moi, à ce moment-là, je rencontre des entrepreneurs et tout. Et franchement, je rentre en France mi-2024 et je me dis, j'ai pas envie de rester en France. Et fin 2024, je décide de partir une semaine à Dubaï. Moi, j'étais déjà convaincu parce que j'avais fait Bangkok en Thaïlande et j'avais kiffé. Je m'étais dit, vas-y, Dubaï, je vais sûrement kiffer. Donc, je pars à Dubaï. Et les gars, c'est pas une blague, mais au bout de 3 jours à Dubaï, je suis totalement closé. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, je me dis, c'est bon, en fait, il faut que je crée mon entreprise ici. C'est là où je me sentirais mieux. Donc, j'ai fait mes démarches et j'ai créé ma société à Dubaï fin 2024 et j'ai décidé du coup de quitter définitivement la France. Maintenant, je comprends que certaines personnes défendent la France parce que, en fait, quand t'as pas visité d'autres pays, tu peux pas avoir les avantages des autres pays, donc tu vois beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients à quitter la France. Mais je vais vous donner mon ressenti de pourquoi j'ai décidé de m'expatrier à Dubaï. Mais en vrai, même si c'était pas Dubaï, ça aurait été un autre pays, je pense, mais je serais sûrement pas resté en France. Première chose, le système administratif. Quand j'ai créé mon entreprise en Estonie et donc après à Dubaï, c'était beaucoup plus simple qu'en France. 2, le système interne. C'est-à-dire qu'au-delà de l'administratif, c'est qu'en fait en France, le système est compliqué à changer, ce qui fait que ça prend beaucoup de temps. Je pense que vous l'avez déjà vécu. Quand tu dois faire de l'administratif, en France, c'est toujours un vrai problème. Bah ça, faut savoir que dans les autres pays, c'est jamais un problème. 3, les impôts. Parce que bien évidemment, en France, faut savoir que moi, j'étais en SARL. Je payais pour faire un rapide topo. Parce qu'il y a différents types d'impôts. Pour que vous puissiez comprendre, quand tu es en France, en tant qu'entreprise, tu reverses la TVA, donc tu as 20% à reverser à la TVA. La majorité des gens, ça m'énerve, parce que moi, quand je parlais des impôts, ça faisait souvent débat. La majorité des gens, ils me disaient, oui, mais t'es con, la TVA, c'est pas un impôt direct, c'est un impôt dans tous les cas que tu dois toujours redonner. Donc en gros, c'est juste que bah, tu dois mettre de côté cet argent et ensuite le redonner, donc c'est pas vraiment un impôt. Bah, c'est totalement faux, parce qu'en fait, la TVA, certes, tu peux collecter de la TVA. Je vous donne un exemple, c'est que si je paye 10 000 € de restaurant, je vais recevoir de la TVA, parce qu'il y a de la TVA sur ce que tu payes quand tu achètes de l'alcool. Quand tu vas dans un restaurant, quand tu payes un iPhone, etc., il y a de la TVA dessus. Quand tu es en tant que particulier, tu peux pas récupérer la TVA. Mais quand tu es en entreprise, tu peux récolter cette TVA. Mais sauf que la TVA, elle est pas de 20%. Genre, par exemple, sur un restaurant, tu as des produits à 5%, tu as des produits à 10%. Donc, tu récupères pas 20%. Donc, si moi, en tant qu'entreprise, à chaque prestation que je vends, je paye 20% dessus, mais que je ne collecte que 10%, on est d'accord que je perds de l'argent. Et deuxième chose, c'est que moi, par exemple, en France, j'avais une dizaine de prestataires avec qui je travaillais mensuellement qui n'étaient pas bénéficiaires de la TVA. Ça veut dire que quand je fais 100 000 € de vente, que je redonne 20%, donc 20 000 € à la TVA, et qu'en plus, sur les 100 000 €, je paye 50 000 € d'équipe à qui je ne vais pas récupérer la TVA, je suis littéralement en train de perdre 20%. Donc, les personnes qui me disent non, la TVA, t'inquiète, tu la collectes. Non, je la collecte pas en entier. Donc en fait, il faut savoir que je mettais un énorme billet dans la TVA et que je ne récupérais très peu. Donc je payais 20%. Deuxième point, l'impôt sur les sociétés, tu as 15% dans les 40 000 € de bénéfices, un truc comme ça. Et après, ça passe à 25% d'impôt sur les bénéfices. Donc en gros, bah, tout ce que tu gardes sur ta société, à la fin de l'année, tu payes 25%. Et un dernier impôt, c'est toi en tant que personne, quand tu te verses un salaire avec ton entreprise. Par exemple, tu as 10 000 € sur ton entreprise, tu veux te verser 2 000 € de salaire, et ben ça te coûte minimum 50% quand tu es en SARL et ça te coûte 80% d'impôt quand tu es en SAS. Et moi, j'étais en SARL, donc je payais à peu près 50%. Donc quand tu fais le cumul entre la TVA, l'impôt sur les sociétés et l'impôt personnel avec les cotisations sociales, ça fait beaucoup d'impôts. En retour, t'as pas de salaire, ils s'en foutent de toi, l'administratif, c'est un vrai bordel, t'as pas de chômage et t'es obligé de te construire ta retraite toi-même. Donc je suis désolé, mais quand on me dit oui, en France, t'as les soins gratuits, mec, arrête de me parler de soins gratuits. En fait, c'est le seul argument que vous avez en France. Et en plus, le pire, c'est que la plupart des gens parlent de soins gratuits. Alors oui, c'est cool d'avoir les soins gratuits en France, mais il faut savoir que déjà, moi je le sais parce que dans ma famille, j'ai des personnes qui travaillent en tant qu'aide-soignant et donc dans les hôpitaux. L'état des hôpitaux, c'est déplorable en France. Les gens sont mal payés et t'as souvent un temps d'attente qui est de plus en plus. Alors que je vous donne un exemple, quand je suis parti en Thaïlande, je m'étais blessé à cause de la boxe. Je suis allé dans un hôpital privé. Alors certes, j'ai payé, c'était genre 120 €. Par contre, j'ai été pris en charge directement. J'ai plusieurs personnes qui sont occupées de moi. C'est un hôpital très qualifié avec des gens compétents, des gens qui ont une bonne qualification. Et en l'espace de 1 heure, j'avais mes résultats, mes médicaments, tout avec exactement ce que je devais faire par rapport à ma blessure. Ça m'a duré 1 heure, j'étais dans un hôpital privé, il était incroyable. Donc en vrai, ça me dérange pas de payer en fait pour des soins si derrière je suis bien pris en charge. Et surtout que là, je vous vois venir parce qu'après, il y a plein de gens qui vont dire ouais, si demain tu te casses un bras et ça te coûte 15 000 €, tu vas le regretter parce qu'en France c'est gratuit. Bah déjà en France c'est pas gratuit parce que c'est justement tu vas pas payer les 15 000 €, mais qui sont les personnes qui vont payer les 15 000 €? Et bah c'est tous les impôts que tu vas avoir autour qui vont partir dedans aussi. Donc c'est pas vraiment gratuit. Et la deuxième chose, c'est que tu as des assurances que tu peux prendre à l'étranger.
En fait, les gens ils pensent que genre la France est le saint graal de la santé, alors qu'en fait, t'as des pays qui sont beaucoup plus qualifiés au niveau de la santé. Et tu peux payer des assurances pour être assuré à l'étranger. Il faut pas croire qu'à l'étranger, tu payes 15 000 € à chaque séance que tu vas faire chez le médecin. Donc voilà, bah personnellement, après avoir vu tout ça, et puis surtout qu'il y a d'autres choses au-delà des impositions, c'est que je suis à Dubaï, le niveau de sécurité il est extrême. Genre à Dubaï, c'est le seul endroit où littéralement je peux poser mes affaires dehors, je sais qu'il se passera rien. Tu vois, la plupart du temps, quand je vais à des pool parties, quand je vais à la plage ou je sais pas quoi, je laisse mes affaires et je vais à la piscine, je vais à la mer et je sais qu'il se passera rien. Et pourtant, dans mon sac, j'ai toutes mes cartes, j'ai ma caméra, j'ai de l'argent, j'ai toutes ces choses-là, j'ai mon téléphone, j'ai tout et je laisse toujours à la table parce que je sais que ça sera jamais volé. Et la dernière fois, je me suis fait la réflexion parce qu'il y a 2 semaines, j'étais à une pool party et en fait, il y avait énormément de personnes, c'était le bordel, ça bougeait dans tous les sens. J'avais ma table sur laquelle j'ai laissé mon portefeuille, mon téléphone, ma caméra, mes cartes, etc. Et je suis parti de l'autre côté dans la piscine. Je suis resté pendant 2-3 heures avec mon pote. Et au bout de 2-3 heures, je me suis dit putain, c'est dingue parce que à aucun moment je me suis posé la question s'il y avait encore ma sacoche, s'il y avait encore mon portefeuille. Tu vois, à aucun moment je jetais un coup d'œil comme ça parce que je savais que ça allait être gardé. Alors qu'en France, c'est impossible. Genre en France, je ferais jamais ça parce que j'aurais trop peur. Et de deux, je me ferais sûrement voler parce que dans une pool party où t'as autant de personnes, si tu restes 3 heures de l'autre côté, t'es sûr que ton portefeuille il sera plus au même endroit. Donc le niveau de sécurité il est extrême. Après, bien évidemment, voilà, il n'y a pas que des avantages parce que le niveau de sécurité est extrême. Mais du coup, par contre, faut pas faire de conneries parce que tu peux vite facilement te retrouver en prison pour entre guillemets pas grand chose. Mais tu peux vite te retrouver en prison, tu peux vite te retrouver dans des problèmes. Mais je veux dire, si t'es quelqu'un de clean, t'es tranquille. Mais voilà, c'est le prix à payer pour avoir de la sécurité. Mais au moins, t'es vraiment bien, tu te sens en sécurité. Je sais que bah moi, j'ai pas ce problème et je sais que les femmes, elles peuvent sortir le soir à 2-3 heures du mat, il y aura jamais de problème. Elles se feront jamais accoster, elles se feront jamais siffler ou quoi que ce soit, tu vois. Tu verras jamais de bagarre, etc. Parce que pareil, ici, t'es dans une bagarre, tu finis en prison. Alors qu'en France, tu plantes quelqu'un au couteau, tu vas même pas en prison. C'est quoi ce délire? Et c'est ça que je trouve fou. Moi, je le vois sur Twitter, je vois les actualités. Moi, ça me tue, ça me fait du mal, tu vois. Ça me fait même peur pour mon entourage parce que je sais que toute ma famille est en France. Et quand je vois que tous les jours, je vois des annonces, oui, un tel de 12 ans a planté un gamin, oui, un tel a planté son fils, oui, un tel a planté sa femme, oui, un tel a planté 3 personnes le jour. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Je sais qu'en Arabie Saoudite, tu plantes quelqu'un, tu finis, c'est la peine de mort. Donc ça, c'est vraiment cool à Dubaï d'avoir un bon niveau de sécurité. Tu te sens vraiment bien, tu peux laisser poser tes affaires, tu sais qu'il y aura rien qui va se passer. Tu peux sortir le soir à 3 heures du mat, t'es super bien. J'ai pas peur, tu vois, même en tant que mec, en vrai, je vais vous dire, c'est que moi, je sais que si je sors dans un coin très sombre en France à 3 heures du mat, je vais quand même avoir peur. Même si je sais me défendre, même si ça fait 9 ans que je fais de la boxe anglaise, que je fais des compétitions. Et malheureusement, tu peux rien faire contre 4 mecs qui ont un couteau, tu vois. Je sais qu'en France, j'aurais peur de me balader à 3 heures du mat dans un coin sombre. Par contre, à Dubaï, à 3 heures du mat, t'es en sécurité. Et autre point, bah, l'environnement. L'environnement, il est juste incroyable. Les rues sont toutes propres ici à Dubaï. En France ou même dans plein d'autres pays, il y a quand même plein de pays où il y a quand même des rues un peu dégueulasses qui sont mal entretenues, etc. Savoir que ici à Dubaï, tout est bien entretenu. Tu vas dans les toilettes publiques, c'est impossible, hein. C'est horrible. Par contre, ici, tu vas à Dubaï, tout est bien entretenu. Ça sent super bon. Tu vas dans des toilettes publiques, t'es incroyablement bien reçu, entre guillemets. T'es bien reçu de partout. Les gens sont contents, les gens sont heureux. Alors que tu vas en France, je suis désolé, hein, mais tu retournes à Lyon, tu vas à la gare Pardieu, tu vas entendre des wesh wesh de partout, c'est sale de partout. T'as du manque de respect de partout, ça insulte dans tous les sens. T'as des gens défoncés à la coke dans la rue qui vont insulter des passants. Les gars, c'est un autre délire. Ici à Dubaï, tu verras jamais ça. Genre, le respect, il est vraiment différent. L'environnement, il est incroyable. Là, je suis dans des hôtels qui sont incroyables. Et les gens pourraient croire que Dubaï, c'est une ville de riches, ça coûte super cher. Bah, en vrai, j'ai fait des hôtels 5 étoiles, coûtent beaucoup moins cher que des Ibis hôtels en France. Pas forcément super cher. Après, oui, t'as de tout à Dubaï. T'as des hôtels qui sont vraiment pour le coup très chers. T'as des restaurants qui sont très chers. T'as vraiment de tout ça, c'est incroyable. Un autre point, c'est le réseau. Le réseau ici à Dubaï, il est juste incroyable. Je me fais des contacts de malades. Hier, moi, c'était incroyable. Je suis allé dans un quartier et je vois des hôtels 5 étoiles de partout. Je vois des Lamborghini, STO, SVJ qui défilent dans la... Et en fait, tu sais que t'es dans un environnement où ça gagne beaucoup d'argent et ça te met dans un certain mood. Alors qu'en France, tu peux vite te retrouver dans une zone de confort où en fait, tu gagnes beaucoup plus que la moyenne. Donc tu te dis, c'est bon, saoul, j'ai rien à faire. Je peux rester comme ça, je suis très bien avec 5 000 € par mois. Alors qu'à Dubaï, ça te pousse à gagner de l'argent. Pourtant, j'ai fait plusieurs pays, mais c'est le seul endroit où j'ai ressenti une pression financière en mode, tu ne peux pas rester avec les revenus que tu gagnes actuellement. Tu dois gagner plus. Il y a sûrement d'autres avantages que j'ai sûrement zappé. Par exemple, le fait que il fait beau. Vraiment tous les jours, littéralement, c'est très rare. Il pleut, mais tu vois, je sais pas si ça se voit bien, mais ici, t'as un ciel éclairé bleu. Et bah ça, faut savoir, c'est littéralement tous les jours. Il y a pratiquement aucun nuage. Il fait beau tout le temps. Il fait ensoleillé. S'il fait trop chaud, bah tu peux rester chez toi. Tu te mets avec la clim, etc. Je sais qu'il n'y a pas que des avantages, dans le sens où, bah ici, en termes de climat, il y a des choses où je pense qu'ils abusent. Même la clim dans les hôtels, ils abusent tout le temps. Genre. Je suis toujours obligé de régler le truc et d'arrêter la clim parce que sinon, ça descend à 20 degrés. J'ai toujours froid. Donc peut-être qu'il y a des choses où ils abusent. Pareil, pour beaucoup de personnes parlent des conditions de travail parce qu'il y a beaucoup de Pakistanais ici. Après, il faut savoir que moi, je parle souvent avec les Pakistanais. Savoir qu'ils sont beaucoup mieux à Dubaï. Alors après, je sais pas, ils sont en mode prise d'otage et que du coup, ils veulent pas dire la vérité, mais moi, je les sens vraiment bien ici. Alors pas tous, ça dépend des travaux qui sont effectués ici, mais les taxis, la plupart sont des Pakistanais. Quand je parle avec eux, je leur demande ça fait combien de temps vous travaillez à Dubaï et genre, est-ce qu'ils reviennent des fois au Pakistan, est-ce qu'ils restent à Dubaï? Et franchement, quand je leur demande, j'ai aucune personne qui m'a dit je suis mieux au Pakistan. Je sais pas si c'est une prise d'otage et ils peuvent pas le dire, tu vois, mais j'ai
j'espère pas. D'accord, je pense qu'ils sont pas payés à leur juste valeur. Malheureusement, le monde est comme ça, c'est triste, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui est payé à sa juste valeur. Mais je pense que à choisir entre le Pakistan et Dubaï, je pense qu'ils sont mieux à Dubaï. Et puis même pour eux, je pense que l'environnement est quand même mieux. Ils sont en sécurité, il y aura pas de problème. Ils travaillent aussi dans des endroits incroyables. Tu vois, c'est pour ça que je dis vraiment, là, je parle des taxis et tout, ça dépend des jobs. Genre, je pense que ceux qui sont vraiment mal, où les conditions de travail sont horribles, c'est ceux qui sont dans le bâtiment. Parce qu'entre la chaleur, etc., je pense que voilà, c'est vraiment pas ouf. Faut pas voir que les inconvénients, parce que par rapport aux avantages, je vois beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients à être à Dubaï. Et je sais qu'il y a des gens pour qui la condition de travail c'est très compliqué ici à Dubaï, mais il faut pas oublier qu'en France, c'est la même chose. Il y a des gens où la condition de travail elle est vraiment pas top. La plupart des gens se vantent du fait d'avoir les soins gratuits en France, mais oublie pas que ceux qui travaillent dans les hôpitaux, ils sont mal payés. Ils travaillent comme des fous. Heureusement, merci pour les aides-soignants, aides-soignants et les personnes qui travaillent dans les hôpitaux et qui sont là vraiment pour aider les gens, parce que des fois les conditions sont horribles. On pourrait dire la même chose pour Dubaï. Ouais, Thibaut, tu te vantes du fait que la condition est trop bien, mais oublie pas ceux qui travaillent. Bah pareil en France, soit tu dis que les soins sont gratuits, que c'est trop bien, mais oublie pas ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Il y a avantages et inconvénients par rapport à mon parcours. Je préfère être à l'étranger et encore une fois, même si c'était pas Dubaï, ça serait sûrement un autre pays. Mais voilà pourquoi j'ai décidé de quitter la France. Mais ça peut être intéressant d'avoir votre avis. Ceux qui sont entrepreneurs ou même pas forcément entrepreneurs, ceux qui veulent donner leur avis, peut-être que je me suis trompé sur certaines choses, peut-être que vous avez une autre perception tout simplement. Donc si vous voulez débattre dans les commentaires, dites-moi c'est quoi votre avis, l'état de la France actuelle et les autres pays, ce qui se passe, etc. dans le monde. Le monde a quand même beaucoup évolué. La dette publique en France, elle fait qu'augmenter. Je crois qu'elle est passée à 2400 milliards. Je suis tombé sur un tweet il y a 2-3 jours. Les micro-entrepreneurs voulaient baisser le seuil de la TVA. Ils ont augmenté les cotisations sociales. Donc c'est de pire en pire. Même le seuil de la TVA, finalement, il n'a pas été baissé parce que les gens ne voulaient absolument pas ça. C'est surtout la mentalité en fait. Dans tous les cas, ils sont dans une mentalité de prendre l'argent et de continuer à augmenter les impôts sans forcément augmenter les services qui vont derrière. Je trouve que le monde évolue trop vite pour se dire que la France aujourd'hui a un bon système. La France essaye de prendre de plus en plus d'impôts, mais en retour, tu as de moins en moins de services, alors qu'à Dubaï, tu as moins d'impôts, mais tu as plus de services, de choses à ta disposition. Donc forcément, quand tu es entrepreneur, tu pas forcément envie de rester en France. Après, je comprends ceux qui sont attachés à la France, mais moi, par rapport à ce que j'ai vécu, je peux pas rester en France en fait. Bref, cette vidéo était assez longue, mais au moins, vous avez mon avis sur la France. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo là-dessus, et malheureusement, les gens, ils voient que une facette. Ils voient genre une vidéo de 30 secondes que je poste sur Instagram, et après, ils viennent m'insulter en commentaire, alors qu'en fait, ils ont pas tout le contexte. Donc au moins, vous avez tout le contexte, et n'hésitez pas à débattre dans les commentaires si vous voulez. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Je partage pas mal de conseils sur cette chaîne autour de l'entrepreneuriat, autour du business en ligne. Donc voilà. À très vite. Bye bye.